Tu poses les pieds sur le sol chaque matin sans y penser. Tu marches, tu t'assieds, tu te lèves. Tu fais confiance au sol depuis le premier jour de ta vie, depuis le premier pas que tu as fait en titubant dans un couloir dont tu ne te souviens même plus. Et cette confiance est si profonde, si totale, si ancienne qu'elle ne ressemble même plus à de la confiance. Elle ressemble à rien du tout. C'est juste le monde. C'est juste la réalité. C'est juste ce qui est là quand tu ouvres les yeux. Sauf que ce sol sur lequel tu marches, ce sol que tu n'as jamais remis en question, ce sol qui porte chaque bâtiment, chaque montagne, chaque océan, chaque étoile que tu vois la nuit, ce sol n'est peut-être pas un sol du tout. C'est peut-être un rebord large, un rebord ancien, un rebord si stable que des milliards d'années s'y sont écoulées sans que rien ne bouge. Mais un rebord quand même. Et sous ce rebord, il y a peut-être un vide que personne n'a jamais vu, un niveau plus bas, un état plus profond de la réalité, un plancher véritable vers lequel tout ce que tu connais pourrait un jour glisser, sans prévenir, sans bruit, sans même te laisser le temps de comprendre que quelque chose a changé. Si cette vidéo t'intéresse, mets un pouce et abonne-toi, ça aide la chaîne plus que tu ne le crois. Maintenant, reste avec moi, parce que ce qui suit va beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une métaphore poétique inventée pour faire peur. C'est une conséquence mathématique directe de la théorie la plus précise, la plus vérifiée, la plus rigoureusement testée que l'humanité ait jamais produite. Et pendant presque 50 ans, cette conséquence est restée là, tranquille, patiente, écrite noir sur blanc dans des articles que presque personne en dehors des départements de physique théorique n'a jamais lus. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas été réfutée, elle n'a pas non plus été confirmée, elle a simplement attendu. Et puis, au début de l'année 2025, une équipe de physiciens a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant eux. Ils n'ont pas attendu que l'univers leur montre la catastrophe. Ils l'ont construite. Ils ont pris un ordinateur quantique, l'une des machines les plus étranges et les plus puissantes que l'espèce humaine ait jamais fabriquée, et ils l'ont réglé jusqu'à ce qu'il se comporte comme une tranche de faux vide. Puis ils ont déclenché la transition, et ils ont regardé les bulles se former. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, le mécanisme par lequel un univers pourrait mourir se déroulait quelque part où un être humain pouvait l'observer, le mesurer, l'enregistrer et le maintenir immobile assez longtemps pour l'étudier. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas le début. Parce qu'au moment où tu disposes d'une machine capable de simuler la fin de l'univers, une question bien plus dérangeante commence à se former derrière la question évidente. La question évidente, c'est de savoir si l'univers finira vraiment de cette façon. La question silencieuse, celle qui va nous suivre tout au long de cette nuit, c'est celle-ci. Quand une machine te montre la fin de l'univers, comment sais-tu qu'elle te dit la vérité? Retiens cette question. On va en avoir besoin. Pour comprendre ce que ces physiciens ont construit, il faut d'abord comprendre ce qu'ils essayaient de reproduire. Et pour comprendre ça, il faut descendre jusqu'au fondement même de ce que les physiciens appellent le vide. Le mot est trompeur. Quand tu entends vide, tu penses à rien, à l'absence, à ce qui resterait dans une boîte si tu retirais chaque particule, chaque grain de poussière, chaque photon, chaque souffle d'énergie. Mais pour un physicien, le vide n'est pas rien. Le vide est un état. C'est la configuration la plus basse, la plus calme, la plus tranquille que les champs qui remplissent tout l'espace peuvent adopter. Et ces champs sont partout, même dans le vide interstellaire le plus parfait, même entre les galaxies. Même dans les recoins les plus déserts de l'univers observable, il y a des champs quantiques qui bourdonnent à leur réglage le plus bas. L'espace vide, dans cette vision, n'est pas une scène blanche sur laquelle la physique se joue. C'est un objet en soi, avec des propriétés, avec une structure, avec une énergie précise sur laquelle il a choisi de se reposer. Imagine une bille dans un bol. Tu la laisses tomber, elle roule, elle perd de l'énergie, elle s'immobilise au point le plus bas qu'elle peut trouver. Ce point de repos, c'est ce qui donne à la bille son calme. L'univers, dans cette image, est la bille. Et la vallée dans laquelle elle repose, c'est le vide, l'état de base de l'espace, quand tout le reste a été retiré. Pendant 100 ans, on a supposé que notre univers avait trouvé la vallée la plus basse possible et qu'il s'y était installé pour de... Bon,
La bille au fond du bol. Stable. Définitive. Rien à craindre. Mais imagine maintenant que le bol est posé sur une étagère étroite, et juste au-delà du bord de cette étagère, le sol descend vers un niveau plus bas que tu ne peux pas voir depuis l'endroit où la bille se trouve. La bille se sent parfaitement au repos. Par tous les tests locaux qu'on pourrait lui appliquer, elle est au repos. Elle pourrait rester là pendant une durée presque inimaginable, sans qu'on puisse détecter le moindre signe d'instabilité. Et pourtant, elle n'est pas au vrai fond. Elle est à un mouvement, une fluctuation rare et aléatoire, de découvrir que le sol auquel elle faisait confiance était un rebord depuis le début. C'est ça, le génie inquiétant de l'idée du faux vide. La stabilité et la catastrophe ne sont pas des contraires ici. Le même calme qui permet à la bille de rester en place est le même calme qui cache la chute. Les physiciens ont un nom pour le rebord sur lequel nous pourrions être posés. Ils l'appellent le faux vide. Et ils appellent la vallée plus basse, celle que nous n'avons peut-être pas encore trouvée, le vrai vide. Si cette image est correcte, alors le calme que tu ressens est une forme d'illusion. Tu ne reposes pas sur le vrai fond. Tu es perché à mi-chemin sur la montagne, sur une corniche qui ressemble en tout point à du sol ferme, pendant qu'un plancher plus bas et plus permanent attend quelque part en dessous de toi. Et si ce portrait est juste, alors quelque chose peut arriver qui devrait te tenir éveillé cette nuit. Quelque part dans l'univers, dans un coin d'espace que personne ne surveille, le faux vide pourrait trouver un moyen de glisser vers le vrai vide. Ce ne serait pas graduel. Ce serait un événement quantique. Une minuscule région de l'espace basculerait spontanément du rebord où nous vivons vers la vallée en dessous. L'instant où elle basculerait, cette région deviendrait une bulle de réalité plus vraie, plus stable, assise à l'intérieur de la nôtre. Et cette bulle ne resterait pas poliment là où elle s'est formée. Elle commencerait à grandir. Je veux que tu t'assoies un instant avec ce que cette croissance signifierait réellement, parce que c'est plus étrange et plus silencieux que n'importe quel désastre que tu aies jamais imaginé. Tu es debout dans ta cuisine un soir ordinaire. La lumière est allumée. La fenêtre montre les dernières couleurs du ciel. Quelque part, incroyablement loin, ou peut-être pas si loin que ça, une bulle de vrai vide s'est formée, et sa surface se précipite vers l'extérieur dans toutes les directions à une vitesse très proche de celle de la lumière. À l'intérieur de cette bulle, les constantes de la nature sont différentes. La force qui lie les atomes entre eux n'est plus ce qu'elle était. La chimie, sous toutes les formes que tu pourrais reconnaître, cesse simplement de fonctionner. La matière telle que tu la connais ne peut pas exister dans la nouvelle région. Et parce que la paroi de la bulle se déplace à une vitesse presque exactement égale à celle de la lumière de son approche arrive au même instant que la paroi elle-même. Il n'y a pas de lueur à l'horizon. Il n'y a pas de forme d'avertissement dans le ciel. Le dernier instant du monde que tu connais et le premier instant de la nouvelle région arrivent ensemble dans un silence parfait. Tu ne la verrais jamais venir. Personne ne la verrait. Il n'y aurait pas de douleur, pas d'éclair, pas le temps de tourner la tête. Un instant la cuisine, la fenêtre, la lumière du soir. L'instant d'après, rien qui puisse même être appelé un instant, parce que la chose qui mesurait les instants aurait cessé d'exister. C'est la première chose qu'il faut comprendre, le silence. Maintenant, avant que ça ne devienne insupportable, laisse-moi stabiliser l'image avec quelque chose d'important. Ce n'est pas une prophétie. Personne n'a vu une bulle de vrai vide. Personne ne sait avec certitude que la vallée plus basse existe. Ce que nous avons, c'est un morceau de mathématiques écrit pour la première fois avec soin à la fin des années 1970 par un physicien nommé Sidney Coleman à l'université Harvard, qui dit que le scénario est possible et nous indique en termes précis comment il se déroulerait s'il était réel. Coleman n'essayait pas d'effrayer qui que ce soit. Il travaillait sur le comportement d'un champ quantique situé dans un état stable à court terme, mais qui n'est pas véritablement le plus bas disponible. Ce qu'il a trouvé, c'est qu'un tel champ ne resterait pas en place éternellement. La mécanique quantique ne permet pas une immobilité parfaite et permanente. Il y a toujours une chance infime, gouvernée par les mêmes règles de l'effet tunnel qui permettent aux particules de traverser des barrières qu'elles ne devraient pas pouvoir franchir, qu'une petite région bascule spontanément vers l'état le plus bas. Et une fois que c'est fait, Coleman
a montré que cette région devient une bulle qui s'étend, convertissant tout ce qu'elle touche. Il a même estimé en termes approximatifs combien de temps il faudrait attendre pour qu'un tel événement se produise par hasard. La réponse à laquelle il est arrivé était quelque chose comme la durée de vie de l'univers lui-même, ce qui est un genre de réconfort étrange et à double tranchant. Pendant des décennies, c'est tout ce que c'était. Un raisonnement sur un tableau noir. Une phrase terrifiante dans un article de recherche que la plupart des gens ne liraient jamais. Quelque chose dont on pouvait discuter autour d'un café avant de retourner dans un monde qui semblait, pour tous les usages pratiques, parfaitement solide. Et c'est ce que nous avons fait, pendant presque 50 ans. Et puis la physique des particules a rattrapé cette idée d'une manière que personne ne souhaitait particulièrement. La raison pour laquelle le faux vide a cessé d'être une inquiétude purement abstraite porte une date et un lieu. En 2012, au Grand Collisionneur de Hadron, l'immense accélérateur de particules enterré sous la frontière entre la France et la Suisse, les physiciens du CERN ont enfin détecté le boson de Higgs. La particule longtemps cherchée, liée au champ qui donne leur masse à de nombreuses autres particules. La trouver était un triomphe, l'aboutissement d'une quête de 50 ans. Mais mesurer sa masse a eu une conséquence que presque personne n'a célébrée. Le champ de Higgs est précisément le genre de champ qui peut avoir un faux vide. Et la stabilité de son état actuel dépend d'un équilibre délicat entre la masse du Higgs et la masse du quark top, la particule la plus lourde que nous connaissions. Quand tu injectes les nombres mesurés, environ 125 GeV pour le Higgs, environ 173 GeV pour le quark top, dans les équations du modèle standard de la physique des particules, et que tu demandes ce qu'ils impliquent sur la stabilité du vide, la réponse qui revient n'est pas rassurante. Les nombres placent notre vide dans une région très particulière, une région que les physiciens décrivent avec un mot soigneusement choisi. Ils l'appellent métastable. Métastable. C'est le mot qui devrait te faire marquer une pause. Alors laisse-moi le déballer. Il ne signifie pas stable. Il ne signifie pas instable. Il signifie en équilibre sur le fil du rasoir entre les deux. Assez stable pour durer très longtemps, mais pas stable dans le sens final, permanent, que nous avons toujours supposé. Si les mesures étaient revenues un peu différentes, les mathématiques auraient dit que notre vide est solidement stable, la valeur la plus basse qu'il y ait. Rien à craindre, jamais. Si elles étaient revenues différentes dans l'autre sens, les mathématiques auraient dit que notre vide est activement instable et devrait déjà être en train de se décomposer. Au lieu de ça, elles sont revenues presque exactement sur la frontière, dans la zone étroite où l'univers semble être assis sur un rebord. Après tout, un rebord suffisamment haut pour n'être en aucun danger immédiat, mais qui n'est pas le vrai plancher. De toutes les valeurs que ces deux masses auraient pu prendre, l'univers semble avoir choisi celle qui est la plus silencieusement inquiétante. C'est comme si nous étions partis à la recherche de la pierre angulaire de la réalité, que nous l'avions enfin trouvée, et que nous avions découvert qu'elle était posée en équilibre sur son coin. Il faut dire clairement ce que ça signifierait concrètement si les constantes de la nature étaient différentes à l'intérieur d'une bulle de vrai vide, parce que c'est une phrase facile à accepter d'un hochement de tête sans en ressentir le poids. La force qui maintient un atome ensemble n'est pas arbitraire. Elle est fixée par les valeurs dans lesquelles les champs sous-jacents se sont installés. Les mêmes valeurs que la question du faux vide met en doute. Déplace-les mêmes légèrement et l'arrangement délicat qui permet aux protons et aux neutrons de s'accrocher ensemble dans un noyau, qui permet aux électrons d'orbiter en couche stable, qui permet aux atomes de se lier en molécules, pourrait tout simplement cesser de tenir. À l'intérieur de la nouvelle région, les règles qui rendent la matière possible seraient réécrites. Il n'y aurait pas d'atomes tels que nous les connaissons. Pas de chimie. Rien qui puisse s'assembler en étoiles, en planètes ou en pensées. Ce ne serait pas un endroit hostile à la vie de la manière dont un désert ou le vide spatial est hostile. Ce serait un endroit où les conditions préalables mêmes pour qu'il y ait quoi que ce soit auraient été silencieusement révoquées. Chaque chose solide que tu as jamais connue, la chaise sous toi, les os à l'intérieur de toi, le sol qui a porté chaque pas que tu as jamais fait, n'est solide que parce que les lois de la physique sont actuellement réglées telles qu'elles sont.
Et ces lois, selon nos meilleures mesures, ne sont peut-être pas verrouillées. Elles se reposent peut-être là où elles sont, de la même façon qu'un rocher se repose sur une pente, retenu par la friction et l'habitude, mais pas par une garantie sous-jacente. La permanence que tu as toujours ressentie dans le monde, la certitude de fond que la réalité est simplement la réalité, et le sera toujours, est peut-être la plus grande illusion que chacun d'entre nous porte. Le sol sous la réalité n'est peut-être pas un sol du tout, c'est peut-être un rebord. Et la partie la plus étrange, c'est que tu peux le savoir. Tu peux rester assis avec cette idée ce soir, et demain le soleil se lèvera quand même et le monde semblera toujours solide, parce que le rebord, si c'est un rebord, est très large et très ancien. On vit toute notre vie dessus sans jamais sentir la chute. Mais la chute, nous disent les physiciens, est peut-être là quand même. C'est pour ça que l'expérience en Allemagne compte autant, et c'est pour ça que ce n'est pas de la science-fiction. L'équipe n'a pas inventé le faux vide pour effrayer qui que ce soit. Elle a pris une idée vers laquelle la théorie la plus rigoureuse que nous possédons pointait déjà, une idée que nos propres mesures du boson de Higgs et du quark top avaient rendue inconfortablement plausible, et elle a trouvé un moyen de regarder sa machinerie tourner. Elle a construit un endroit où le mécanisme de la fin pouvait être observé sans que la fin n'arrive réellement. La machine qui a accompli cela n'est pas le genre d'ordinateur posé sur ton bureau, et ça vaut la peine de ralentir pour comprendre ce qu'elle est réellement, parce que l'étrangeté du résultat dépend entièrement de l'étrangeté de l'appareil. L'équipe a utilisé quelque chose qu'on appelle un recuit quantique, fabriqué par une entreprise nommée D-Wave, et l'exemplaire particulier avec lequel ils ont travaillé était installé au centre de supercalcul de Jülich, en Allemagne. Un ordinateur classique stocke l'information sous forme de bits, de petits interrupteurs qui sont soit allumés, soit éteints, 1 ou 0. Un ordinateur quantique stocke l'information sous forme de bits quantiques qu'on raccourcit habituellement en qubits. Et un qubit est autorisé à faire quelque chose qu'aucun interrupteur ordinaire ne peut faire. Il peut exister dans un mélange de allumé et de éteint en même temps, un état intermédiaire fragile qui ne survit que si le qubit est maintenu dans un isolement exquis et un froid brutal. La machine en Allemagne contenait 5564 de ces qubits. Pour te donner une idée de ce que ça représente, les expériences d'informatique quantique les plus célèbres de la décennie précédente fonctionnaient avec quelques dizaines de qubits au maximum. 564, ce n'est pas un petit pas en avant, c'est un ordre de grandeur entièrement différent. Il faut s'arrêter sur le type d'ordinateur quantique dont il s'agissait, parce que tous ne fonctionnent pas de la même façon, et la différence compte pour la suite de l'histoire. La machine en Californie que nous allons rencontrer un peu plus tard, celle qui est mêlée à l'affaire du trou de verre, était ce que les physiciens appellent un ordinateur quantique à porte. Il manipule ces qubits avec une séquence d'opérations précises appelée portes logiques, les cousines quantiques des étapes de logique à l'intérieur d'un processeur ordinaire, appliquées l'une après l'autre comme les mouvements d'une danse soigneuse. La machine en Allemagne était une bête entièrement différente. C'était un recuit quantique. Au lieu de chorégraphier une séquence de mouvements individuels, un recuit quantique installe un terrain d'énergie, une sorte de paysage mathématique avec des collines et des vallées, puis laisse l'ensemble du système de qubits se diriger naturellement vers le point le plus bas qu'il peut trouver. De la même façon que l'eau trouve son niveau ou qu'une balle roule vers le bas d'une pente. Tu ne dis pas au recuit quantique quelle étape prendre. Tu façonnes le terrain, tu libères le système et tu regardes où il s'écoule. Il s'avère que c'est un ajustement naturel pour un problème comme le faux vide. Parce que le faux vide est, au fond, une question de paysage et d'endroit où un système s'installe à l'intérieur de ces paysages. En ajustant la force de chaque connexion dans l'anneau, l'équipe a sculpté un terrain d'énergie avec une vallée plus haute, le faux vide, et une vallée plus basse, le vrai vide. Et puis, ils ont regardé le système essayer de trouver son chemin vers le bas. Les qubits eux-mêmes étaient des boucles de fils supraconducteurs. Et la supraconductivité est son propre petit miracle. Quand certains métaux sont refroidis suffisamment, leur résistance électrique ne se réduit pas simplement. Elle disparaît complètement. Le courant peut circuler autour d'une boucle pour toujours sans perdre une goutte d'énergie.
C'est dans cet état sans friction, sans résistance, que les boucles commencent à obéir aux règles quantiques à une échelle suffisamment grande pour être connectées par milliers. Et la partie la plus difficile de tout cela est de maintenir ce comportement quantique en vie, parce que le monde quantique est timide. Au moment où un qubit est dérangé par de la chaleur parasite ou une vibration qui passe, son état intermédiaire délicat s'effondre et le calcul meurt. Les physiciens appellent la survie de cet état fragile la cohérence. Et la cohérence est la monnaie de toute l'entreprise. Maintenir plus de 5 qubits cohérents assez longtemps pour regarder des bulles se former est un exploit d'ingénierie autant que de physique. Une affaire de blindage, de refroidissement et de patience. Et c'est la raison silencieuse pour laquelle cette expérience a pu avoir lieu. L'équipe a disposé ces milliers de qubits en anneaux, une boucle fermée, et puis elle a fait quelque chose d'astucieux avec les connexions entre eux. Elle a réglé la force de chaque lien, la façon dont chaque qubit pousse et tire sur ses voisins, jusqu'à ce que l'anneau entier de Fis se comporte comme un système physique que les physiciens comprenaient déjà très bien sur le papier. Ce système s'appelle le modèle d'Ising. Et tu n'as pas besoin de suivre les mathématiques pour suivre l'histoire. Le modèle d'Ising est mieux vu comme une sorte de boîte à outils, un ensemble flexible de règles que les physiciens peuvent plier pour imiter de nombreuses situations différentes. Règle-le d'une façon, et il décrit un aimant. Règle-le d'une autre, et il décrit un matériau entièrement différent. Ce que cette équipe a fait, c'est le régler pour que l'anneau de qubit se comporte comme une tranche unidimensionnelle de faux vide. Le rebord instable exact que Coleman avait décrit presque un demi-siècle plus tôt. En d'autres mots, ils n'ont pas simplement construit un ordinateur puissant. Ils ont persuadé un ordinateur puissant de se faire passer, fidèlement et en détail, pour un univers perché au bord de l'effondrement. Puis, ils ont déclenché la transition. Ils ont poussé le système pour qu'il puisse commencer à glisser du faux vide vers le vrai vide. Et ils ont regardé ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé était exactement ce que l'image cosmologique prédisait. Des bulles de vrai vide ont commencé à se former à l'intérieur de l'anneau. Les petites sont apparues en premier, de petites poches où les qubits avaient basculé dans le nouvel arrangement d'énergie plus basse. Puis, des plus grandes se sont formées. Les bulles ont grandi. Elles ont poussé vers l'extérieur dans le faux vide environnant. Elles se sont heurtées les unes aux autres et ont fusionné. La forme entière de la chose, la façon dont les bulles nucléaires se propageaient et entraient en collision, correspondait aux équations que les physiciens écrivaient depuis des décennies sans jamais avoir pu les confronter à quelque chose qu'on pouvait réellement observer. Certaines de ces bulles, quand elles avaient atteint leur taille maximale, contenaient l'équivalent de 300 retournements de spin. Ce qui, dans le langage de cette machine, signifie 300 qubits changeant tous leur état ensemble dans un motif unique et coordonné. 300 qubits bougeant comme un seul, ce n'est pas une petite ondulation. C'est une structure organisée, cohérente, de grande taille. Le genre de chose qui est censé être presque impossible à maintenir dans un système quantique, parce que les états quantiques sont notoirement délicats et tendent à s'effondrer dès que le monde extérieur les touche. Et pourtant la structure a tenu. La simulation entière est restée cohérente, est restée quantique, est restée fidèle à la physique pendant plus d'1 millionième de seconde. Je sais comment ça sonne. 1 millionième de seconde n'est pas une durée qu'un être humain peut ressentir. C'est plus court que le clignement d'yeux que tu n'as pas remarqué faire il y a un instant. Mais il faut mesurer le temps dans les unités qui comptent pour la chose que tu observes. Et pour un système quantique à cette échelle, 1 millionième de seconde est énorme. C'est plus de 1000 des battements naturels de la machine, les tics intrinsèques qui fixent le rythme de tout ce que les qubits font. 1000 tics, c'est assez long pour étudier la dynamique sérieusement. C'est assez long pour regarder une bulle se former, grandir et entrer en collision avec une autre bulle, et pour écrire les équations décrivant chaque étape, et puis pour comparer ces équations avec la théorie, et constater qu'elles concordent. Dans le monde accéléré et étrange des qubits, l'équipe n'a pas attrapé un regard fugitif sur la fin de l'univers. Elle l'a regardé se dérouler lentement, avec du temps en réserve. Il y avait une chose de plus qu'ils ont trouvée. Et c'est le genre de détail
qui transforme un résultat propre en un morceau vivant de science. La formation d'une nouvelle bulle, il s'est avéré, n'était pas un événement isolé. Une bulle ne surgissait pas simplement de nulle part toute seule, indifférente à tout ce qui l'entourait. Au contraire, les bulles s'influençaient mutuellement. La présence de l'une changeait les chances et le comportement de la suivante. Le processus entier était collectif, une interaction à plusieurs mains plutôt qu'une série d'accidents séparés. Et la taille que chaque bulle atteignait était déterminée par un bras de fer entre deux pressions concurrentes. D'un côté, il y avait de l'énergie à gagner en convertissant davantage de faux vides en vrais vides, ce qui poussait chaque bulle à grandir. De l'autre côté, il y avait un coût énergétique à maintenir la surface de la bulle, la frontière entre l'ancienne réalité et la nouvelle, ce qui résistait à la croissance. L'équilibre entre ces deux pressions décidait de la taille que chaque bulle atteignait. Et cet équilibre est exactement ce que le récit cosmologique standard avait toujours prédit. Il y a quelque chose qui mérite d'être savouré dans cet accord, parce que c'est plus rare et plus significatif qu'il ne pourrait sembler. Pendant des décennies, le récit de la façon dont les bulles de vrai vide se formeraient et grandiraient était un morceau de théorie pure. Un ensemble d'équations dérivées des principes fondamentaux sans aucun moyen de les vérifier contre quoi que ce soit de réel. Les théoriciens croyaient aux équations parce que le raisonnement était solide, pas parce que quiconque avait jamais vu le processus se produire. Construire ensuite un système, aussi simplifié soit-il, et regarder des bulles nucléées et grandir selon cette même compétition entre volume et surface, c'est voir une prédiction longtemps non testée sortir du tableau noir et entrer dans une mesure. C'est la manière ordinaire et robuste dont la science est censée fonctionner. La théorie rencontre l'observation, et les deux se serrent la main. Pour vraiment comprendre ce que ces physiciens ont fait, je veux t'emmener à l'intérieur de la machine, en dessous des gros titres et des diagrammes, dans le froid où le travail se fait réellement. Viens avec moi un instant et laisse le reste du monde s'évanouir. Tu es debout dans un laboratoire silencieux. Devant toi, il y a une structure qui ne ressemble pas du tout à un ordinateur. Elle ressemble à un lustre suspendu à l'envers, une tour de plaques dorées étincelantes et de tubes enroulés qui descendent par paliers, chaque niveau plus froid que celui du dessus. C'est le réfrigérateur qui abrite la machine quantique, et il fait quelque chose de presque incroyable. Il aspire la chaleur hors de son propre centre, jusqu'à ce que la température y tombe à 1/100 de degré au-dessus du zéro absolu. Plus froid que l'espace vide entre les étoiles. Plus froid que n'importe quel endroit dans l'univers naturel que nous ayons jamais mesuré. À cette température, les atomes bougent d'à peine. Le faible tremblement que nous appelons la chaleur s'est presque entièrement arrêté. Et dans cette immobilité profonde, en bas, dans le palier le plus froid, se trouve un anneau de boucles supraconductrices, 564 d'entre elles, en attente. Maintenant, regarde ce qui se passe quand l'expérience commence. L'anneau entier a été réglé pour s'asseoir sur le rebord, le faux vide, en équilibre instable. Pendant un instant, rien ne bouge. Puis, quelque part le long de l'anneau, une poignée de qubits bascule. Une petite région lâche le rebord et tombe dans la vallée plus basse, et une bulle de vrai vide naît. Pas plus grande au début que quelques maillons de la chaîne. Tu la regardes se propager. Le basculement se propage au qubit voisin. La bulle s'élargit. Et maintenant, elle fait des dizaines de qubits de large, maintenant 100, maintenant elle approche 300. Tous passés au nouvel état, et maintenant ce nouvel état ensemble, dans un motif unique et cohérent. À proximité, une deuxième bulle apparaît, puis une troisième. Et tu peux les voir se sentir mutuellement à travers l'anneau, leur croissance subtilement façonnée par la présence de l'autre. Elles s'étendent l'une vers l'autre, elles se touchent, elles fusionnent. Et tout cela se produit dans un silence si complet et un froid si total que le seul signe que quelque chose s'est produit est un flux de nombres qui coule de la machine vers la pièce chaude où les physiciens sont assis, regardant la fin d'un petit univers défiler sur un écran. Reste dans ce froid un moment de plus avec moi, parce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être remarqué dans l'étrangeté de la scène. Le réfrigérateur qui abrite la machine est construit par paliers. Chacun est un relais de refroidissement, chacun plus froid que le précédent,
transmettant la chaleur vers le haut et au loin, jusqu'à ce que le dernier palier atteigne ce centième de degré final au-dessus du plancher absolu de la température. Des plaques dorées, des tubes enroulés, l'appareil entier, brillant et immobile. Ça ne ressemble pas à une fenêtre sur la fin de l'univers. Ça ressemble à une sculpture ou à un étrange lustre suspendu en silence dans une pièce tranquille. Et ce décalage entre l'énormité de ce qui est modélisé et la petitesse, l'immobilité de la chose qui le modélise, fait partie de ce qui rend ce moment dans la science si désorientant. Pendant toute l'histoire de l'humanité, les questions sur la façon dont tout commence et dont tout pourrait finir ont appartenu à une catégorie que nous traîtions comme intouchable. Elles étaient le territoire de la philosophie, de la religion, des interrogations nocturnes. Tu pouvais penser à la fin de l'univers, mais tu ne pouvais rien y faire. Tu ne pouvais pas la mesurer. Tu ne pouvais pas l'amener dans une pièce et poser des instruments dessus. Elle vivait à une distance qu'aucun télescope ne pouvait combler, dans un futur qu'aucune horloge ne pouvait atteindre. Et maintenant, une version de cette question a une adresse et une température. Elle se trouve dans un bâtiment où tu pourrais te rendre en voiture, refroidi à un nombre que tu pourrais écrire, produisant des données qu'un doctorant peut lire sur un écran à 2 heures du matin. La fin de l'univers a été miniaturisée, non pas comme une menace, mais comme un objet d'étude. Et un être humain peut tirer une chaise et regarder sa machinerie tourner. C'est soit la chose la plus rassurante de cette histoire entière, soit la plus inquiétante. Et laquelle des deux, ça dépend entièrement de ta confiance dans ce que la machine te raconte. Ce qui est exactement la question vers laquelle nous tournons. Il y a bien sûr une nuance, et l'équipe a été la première à le dire clairement. Leur simulation fonctionnait en une seule dimension. Les bulles se formaient le long d'une ligne, un anneau unique de qubits, tandis que l'univers dans lequel nous vivons réellement a 3 dimensions d'espace. Ce qu'ils ont observé n'est donc pas un aperçu littéral de la façon dont la désintégration du faux vide déchirerait notre cosmos. C'est un modèle fidèle du mécanisme dans une version simplifiée du problème, un croquis unidimensionnel d'un cauchemar tridimensionnel. L'équipe a noté presque en passant que des versions tridimensionnelles sont possibles sur le même type de matériel avec davantage de travail, et c'est dans cette direction que ce coin de la physique se dirige maintenant. Mais même le croquis unidimensionnel était une première. Personne n'avait jamais regardé ce mécanisme se produire nulle part, sous aucune forme, à aucune échelle, jusqu'à ce qu'un anneau de Fish gelé en Allemagne le leur montre. La partie remarquable n'est pas que les bulles étaient petites ou que le modèle était simple. La partie remarquable est que la fin d'un univers, un processus dont nous n'avions jamais discuté qu'en abstrait, avait enfin été traîné dans un endroit où des êtres humains pouvaient se tenir debout et regarder. Et au moment où tu peux regarder quelque chose comme ça, tu es forcé de te demander si tu peux croire ce que tu vois. Essaie de t'arrêter sur la récence de tout cela dans la longue histoire de notre espèce. Pendant des dizaines de milliers d'années, les êtres humains ont levé les yeux vers la nuit et ont demandé ce qu'étaient les lumières et comment tout cela finirait. Et la seule réponse honnête était le silence et les suppositions. Nous avons construit des mythes pour combler le vide, puis de la philosophie, puis lentement une science qui pouvait au moins mesurer les lumières, même si elle ne pouvait pas les toucher. La fin de l'univers est restée fermement dans la catégorie des choses sur lesquelles on ne pouvait raisonner que de loin, jamais s'approcher, jamais poser un instrument dessus. À travers toutes ces générations, personne n'aurait pu imaginer que le mécanisme de l'effondrement cosmique serait un jour disponible pour inspection dans une boîte refroidie qu'on pourrait photographier. Et pourtant, nous y sommes. Et c'est la banalité même de la chose qui est étrange. Il n'y a pas de tonnerre dans ce laboratoire. Pas de sens de l'occasion qui corresponde à la taille de la question. Il y a un bourdonnement, un flux de données, quelques chercheurs fatigués, une tasse de café qui refroidit à côté d'un clavier. L'idée la plus énorme qu'un esprit puisse contenir a été réduite à la taille d'un après-midi de travail. Cette compression du cosmique dans le laboratoire est l'un des triomphes silencieux de cette ère de la physique. Mais elle porte un coup caché que le reste de cette histoire va explorer. Parce que dès l'instant où tu peux tenir la fin de l'univers dans une boîte et lire son comportement sur un écran,
Tu dois commencer à te demander si l'écran te dit la vérité ou seulement ce que tu as construit la boîte pour dire. Avant d'aller plus loin, je veux planter une question dans ton esprit et la laisser grandir tranquillement pendant que nous voyageons, parce que c'est le vrai sujet de tout ce qui suit. L'expérience du faux vide était belle, et, pour autant qu'on puisse le dire, elle était correcte. Mais demande-toi quelque chose de simple. Comment saurions-nous si elle ne l'était pas? Comment quelqu'un pourrait-il vérifier? Pendant presque toute l'histoire de la science, il y a eu une réponse propre et fiable à cette question. Une réponse si solide que nous avions rarement besoin d'y penser. Tu faisais une expérience, puis quelqu'un d'autre, quelque part d'autre, faisait la même expérience. S'ils obtenaient la même réponse, le résultat était probablement réel. S'ils obtenaient une réponse différente, alors quelqu'un avait fait une erreur, et la communauté partait à sa recherche jusqu'à ce qu'elle la trouve. Cette règle unique, répète-la et vois si elle tient, est le moteur qui a propulsé le progrès scientifique pendant des siècles. La puissance de cette règle est plus facile à sentir à travers les moments où elle nous a sauvés. Pense à l'épisode célèbre, il y a des décennies, où deux chimistes, Martin Fleischmann et Stanley Pons, ont annoncé en 1989 à l'université de l'Utah qu'ils avaient réalisé la fusion nucléaire dans un bocal sur un plan de travail à température ambiante. Un résultat qui aurait réécrit l'avenir énergétique du monde du jour au lendemain. L'affirmation a fait les gros titres partout, et puis les laboratoires du monde entier ont essayé de la reproduire, et n'ont pas pu. Et le résultat s'est tranquillement effondré sous le poids de sa propre irréproductibilité. Le système a fonctionné exactement comme il était censé le faire. Une affirmation extraordinaire a été faite. La communauté l'a testé de manière indépendante. L'affirmation a échoué au test et la science s'est corrigée elle-même. Personne n'avait besoin de faire confiance à l'annonce originale parce que la confiance n'a jamais été la monnaie d'échange. La reproduction l'était. C'est le système immunitaire de la science. Le mécanisme qui permet à une discipline faite d'êtres humains faillibles de converger malgré tout, avec le temps, vers des choses qui sont réellement vraies. Maintenant, regarde ce qui arrive à ce système immunitaire quand tu ne peux pas reproduire l'expérience de manière indépendante. Si la seule machine capable de faire tourner ta simulation est celle que tu as déjà utilisée et qu'il n'y a aucun deuxième type d'appareil qui puisse la vérifier, alors le système immunitaire n'a rien sur quoi travailler. Tu te retrouves avec un résultat que personne ne peut confirmer et que personne ne peut réfuter par les moyens habituels. Une affirmation qui flotte, libérée du mécanisme qui ancre normalement les affirmations à la réalité. Réfléchis à pourquoi tu construirais un ordinateur quantique en premier lieu. Le but tout entier est de calculer quelque chose qu'un ordinateur ordinaire ne peut pas. Si une machine classique pouvait simuler un faux vide de 5 zéros qubits ou modéliser le comportement complet du système étudié par l'équipe du trou de verre, tu n'aurais pas besoin du dispositif quantique, tu ferais simplement tourner le calcul sur un portable et tu t'épargnerais la peine de refroidir un lustre de fils au bord du zéro absolu. L'ordinateur quantique gagne le droit d'exister précisément dans le territoire où les ordinateurs classiques abandonnent, là où le problème est trop vaste et trop enchevêtré pour qu'une machine normale puisse suivre. Et cela crée un piège facile à rater jusqu'à ce que tu le fixes droit dans les yeux. Suppose que ta simulation quantique te dise quelque chose de surprenant. Suppose qu'elle te montre une bulle de vrai vide se formant d'une façon que tu n'attendais pas, ou un signal qui ressemble à un morceau de gravité. Comment vérifies-tu si la réponse est juste? Tu ne peux pas la faire tourner sur un ordinateur classique pour comparer, parce que toute la raison pour laquelle tu as construit la machine quantique était que l'ordinateur classique ne peut pas faire ce calcul. La vérification vers laquelle tu tendrais naturellement la main est la seule vérification qui t'est structurellement interdite. Tu es au-delà du bord de la carte, et l'instrument qui t'y a emmené est le seul instrument capable de lire le territoire. Ce qui signifie que tu n'as aucun moyen indépendant de savoir si l'instrument ment. Laisse-moi rendre ce piège concret avec une petite image. Imagine que tu as construit un télescope si puissant qu'il peut voir une région du ciel qu'aucun autre télescope sur Terre ne peut atteindre. Et une nuit, il te montre quelque chose de stupéfiant dans cette région, une structure que personne n'a jamais signalée.
comment confirmes-tu que c'est réel? Normalement, tu demanderais à un autre observatoire de pointer vers le même coin de ciel et de te dire s'il voit la même chose. Mais dans ce cas, il n'y a aucun autre instrument qui peut voir aussi loin. Ton télescope est le seul œil qui atteint ce territoire. Si la structure est réelle, ton télescope est le héros qui l'a trouvée. Si la structure est un défaut dans ta propre optique, une tache sur la seule lentille capable de regarder, ton télescope te montrera cette tache fidèlement chaque nuit et l'appellera une découverte à chaque fois. Tu n'aurais aucun moyen, par la seule observation, de faire la différence. Il faudrait que quelqu'un démonte la conception du télescope lui-même et raisonne sur sa capacité à te tromper. C'est la position dans laquelle la simulation quantique nous a conduits. Et ça vaut la peine de ressentir à quel point c'est nouveau et étrange. Pour la plus grande partie de la science, l'instrument et la vérification étaient séparables. Tu pouvais toujours, en principe, construire un second instrument d'un type différent et croiser les doigts pour que les deux soient d'accord. Ici, l'instrument est, par sa vocation même, le seul qui puisse atteindre la réponse. Donc la vérification doit venir d'ailleurs que de la répétition. Elle doit venir de la compréhension de l'instrument, une compréhension si complète que tu puisses raisonner sur les moments où il pourrait t'induire en erreur. Retiens cette image, le télescope solitaire et la tâche qui ressemble à une découverte. Parce que dans quelques minutes, tu vas la voir se produire pour de vrai. Pas avec un télescope, mais avec 9 qubits et un motif dans lesquels un domaine entier a pris pendant un moment pour de la gravité. C'est ce que les physiciens appellent le problème de la vérification. Et pendant des années, il a vécu tranquillement à l'arrière-plan du domaine, une inquiétude technique que les spécialistes reconnaissaient et puis mettaient de côté. Il se connecte à quelque chose de fondamental sur l'informatique quantique que les chercheurs comprennent depuis longtemps. Les machines quantiques sont censées pouvoir résoudre certains problèmes bien plus vite que n'importe quelle machine classique. Mais confirmer qu'une machine quantique a produit la bonne réponse est souvent tout aussi difficile que résoudre le problème l'aurait été en premier lieu. La même puissance qui rend ces machines si précieuses est la chose même qui les rend si difficiles à croire. Il existe des outils partiels avec des noms comme le benchmarking par entropie croisée, la tomographie d'ombre et le benchmarking aléatoire. Et chacun d'eux peut vérifier un aspect spécifique de la performance d'un dispositif quantique. Mais aucun d'eux n'offre un moyen général et fiable de prendre une simulation quantique arbitraire et de certifier hors de tout doute que sa sortie est vraie. Les outils testent l'instrument. Ils ne valident pas la chanson qu'ils jouent. Pour longtemps, tout cela est resté abstrait, une démangeaison philosophique plutôt qu'un problème urgent. Puis ça a cessé d'être abstrait. Et tout a commencé avec 9 qubits, une puce célèbre en Californie, et l'affirmation que les physiciens avaient enfin traîné la gravité elle-même dans le laboratoire. Pour comprendre ce que l'équipe a affirmé et ce qui a mal tourné, tu dois comprendre l'idée la plus étrange de la physique théorique moderne. L'idée qui a rendu toute l'expérience pensable en premier lieu. Elle s'appelle l'holographie. Et une fois que tu l'auras vue, tu ne regarderas plus jamais la réalité tout à fait de la même manière. Voici l'affirmation, et je veux l'énoncer aussi clairement qu'elle le mérite. Certains systèmes quantiques, quand on les regarde de la bonne façon, se comportent exactement comme des systèmes gravitationnels dans un nombre supérieur de dimensions. Pas approximativement, pas comme une analogie lâche. Exactement. Tu peux écrire d'un côté d'une page un nuage de particules rebondissant selon les règles ordinaires de la mécanique quantique, sans aucune gravité dans la description. Et tu peux écrire de l'autre côté de la page un trou noir assis dans un espace courbé gouverné par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et les mathématiques te diront que ces deux descriptions, qui ne pourraient pas avoir l'air plus différentes, sont secrètement identiques. Tout ce que le système quantique peut faire, le système gravitationnel peut le faire. Et inversement. Deux langues décrivant une seule réalité. La façon la plus simple que j'ai trouvée pour te représenter ça est d'imaginer une paire de lunettes mathématiques tridimensionnelles. Retire les lunettes et tu regardes un système quantique, juste un essaim de particules en interaction, faisant des choses quantiques, sans aucune gravité en vue. Mais les lunettes et le même système ressemblent soudain à de la gravité.
L'espace courbé apparaît, les trous noirs apparaissent. Et si les conditions sont réunies, les trous de verre apparaissent. La même physique en dessous, deux images complètement différentes selon que les lunettes sont posées ou portées. Cette idée est avec nous depuis les années 1990, issue du travail de physiciens dont Gerhard Hooft, prix Nobel 1999, Leonard Susskind de Stanford, et surtout Juan Maldacena de l'Institute for Advanced Study à Princeton, dont l'article de 1997 a transformé le principe en un outil mathématique précis que des milliers de physiciens utilisent depuis. C'est l'un des résultats les plus productifs et les plus déconcertants que la physique théorique ait jamais produit. Pour sentir pourquoi l'holographie est si stupéfiante, il faut s'asseoir avec la pure disproportion entre les deux côtés de la page. D'un côté, tu as un système quantique vivant dans un certain nombre de dimensions, sans aucune gravité, juste des particules et leurs interactions. De l'autre côté, tu as un univers avec une dimension supplémentaire d'espace, complet avec un espace-temps courbé et toute la machinerie de la gravité d'Einstein. Le bon sens dit que ce devraient être des situations physiques entièrement différentes. L'holographie dit qu'elles sont la même situation écrite dans deux alphabets. Chaque question que tu pourrais poser du côté gravitationnel a une traduction exacte en une question du côté quantique, et les réponses concordent toujours. C'est comme si tu découvrais qu'une sculpture et un morceau de musique étaient secrètement le même objet, que tu pouvais convertir l'un en l'autre sans perdre un seul détail. Le système quantique que l'équipe du trou de verre a utilisé porte un nom. Il s'appelle le modèle Exrica, d'après les trois physiciens qui en ont développé les pièces. Subir Sachdev de Harvard, Jin Woo-Ye de l'Université d'État du Mississippi et Alexei Kitaev de Caltech. Le modèle décrit une soupe de particules, des fermions de Majorana, nommés d'après le physicien italien Ettore Majorana, qui a mystérieusement disparu en 1938, toutes interagissant les unes avec les autres dans un motif aléatoire particulier, non pas en paires bien ordonnées, mais en groupes enchevêtrés de 4, tous couplés dans un réseau aléatoire. Décrit comme de la mécanique quantique brute, ça semble sec et abstrait. Mais le modèle Exrica a une caractéristique tranquille, presque embarrassante. Quand tu mets les lunettes holographiques, il ressemble à un petit univers à basse dimension avec de la gravité à l'intérieur. Tu peux y avoir des trous noirs. Tu peux, en principe, y avoir des trous de verre. Le modèle Exrica est l'un des exemples les plus propres connus où les lunettes fonctionnent véritablement. Un système quantique qui parle réellement le langage de la gravité quand tu le regardes correctement. Ce qui en fait un substitut si fiable de la gravité tient à une propriété qui semble technique mais porte une beauté étrange. En 2016, 3 physiciens, Juan Maldacena, Douglas Stanford et Stephen Shenker, ont prouvé qu'il existe un taux maximal possible auquel n'importe quel système dans la nature peut brouiller l'information. Une sorte de limite de vitesse universelle pour le chaos, fixée par la température et par la constante fondamentale qui gouverne le monde quantique. Rien ne peut brouiller plus vite que cette limite. Et voici la partie obsédante. Les trous noirs brouillent l'information exactement à ce taux maximal. Ils sont les brouilleurs les plus rapides que l'univers permet. Et le modèle Exrica, la soupe abstraite de particules, brouille aussi exactement au taux maximal. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'empreinte digitale de la connexion gravitationnelle. Un système qui brouille l'information aussi vite que physiquement possible et, à travers les lunettes holographiques, le même genre d'objet qu'un trou noir, le chaos est l'indice. Il y a une couche de plus, et c'est celle qui transforme l'holographie d'une curiosité en quelque chose qui touche la nature même de l'espace. En 2013, Maldacena et Susskind ont proposé une équivalence stupéfiante, souvent écrite sous la forme d'une courte équation, ER-EPR. D'un côté se tient le trou de verre, un pont à travers l'espace décrit pour la première fois par Einstein et Nathan Rosen en 1935. De l'autre côté se tient l'intrication quantique, la connexion étrange qui lie deux particules de sorte que mesurer l'une te dit instantanément quelque chose sur l'autre, affinée pour la première fois par Einstein, Podolsky et Rosen la même année 1935. La proposition dit que ces deux choses, le trou de verre et l'intrication, pourraient être une seule et même chose. Chaque paire de particules intriquées
dans cette vision, serait connecté par un minuscule trou de verre intrevrasable. Et le tissu de l'espace lui-même pourrait être tissé à partir d'innombrables fils d'intrication. Arrête-toi sur cette idée, parce que c'est peut-être la chose la plus radicale dans toute cette histoire. Plus radicale même que la fin de l'univers. On a l'habitude de penser à l'espace comme à la scène, le conteneur vide dans lequel tout le reste se produit, la toile de fond la plus fondamentale et la plus indiscutable qui soit. La proposition cachée dans l'holographie est que l'espace n'est pas fondamental du tout. Il est tissé, cousu à partir d'innombrables fils d'intrication quantique, de la même façon qu'un tissu est fait de fils plus fondamentaux que l'étoffe. Tire les fils dans cette image et l'espace entre deux régions s'étire et s'amincit. Tisse-les plus serrés et les régions se rapprochent. La distance elle-même devient une mesure de l'intrication entre deux choses. Si c'est juste, alors l'espace lisse et continu dans lequel nous nous déplaçons chaque jour est une apparence émergente, un motif à grande échelle qui surgit de quelque chose de bien plus étrange en dessous. De la même façon que la surface lisse de l'eau émerge du mouvement frénétique de molécules que tu ne peux pas voir. C'est dans cette architecture que l'expérience du trou de verre s'est installée. Retourne au début de 2022. Dans un laboratoire à Santa Barbara, une petite équipe de physiciens préparait une expérience sur une machine appelée le processeur Sycamore, une puce quantique construite par Google. Sycamore était déjà célèbre, 3 ans plus tôt. Il avait été la pièce centrale de l'affirmation de Google d'avoir réalisé ce qu'on appelle la suprématie quantique. La première démonstration qu'un ordinateur quantique pouvait accomplir une tâche spécifique qu'aucun ordinateur classique ne pouvait égaler dans un temps raisonnable. L'équipe était petite et inhabituellement lourde de poids, le genre de groupe qui fait lever la tête aux autres physiciens. Il y avait Daniel Jafferis de Harvard qui avait passé des années à travailler sur la théorie rendant toute la tentative possible. Maria Spiropoulou de Caltech qui dirigeait l'effort. Joseph Liken de Fermilab, le grand laboratoire américain de physique des particules. Alexander Zlokapa, doctorant au MIT à l'époque, qui allait faire une grande partie du travail crucial de réduction du problème. Et Hartmut Neven, qui dirige le groupe d'informatique quantique de Google. La puce portait 53 qubits supraconducteurs au total. Mais pour cette nouvelle expérience, seuls 9 d'entre eux allaient réellement faire le travail. 9 qubits et un circuit si petit, selon les standards du calcul moderne, que tu pouvais presque tenir la chose entière dans ta tête en même temps. Ce qu'ils ont fait semble bizarre quand tu le dis simplement. Ils ont encodé un seul qubit d'information quantique dans un nuage de particules intriquées à l'intérieur du système. Puis ils ont tiré une impulsion soigneusement chronométrée entre les deux côtés de ce système, un type particulier de couplage censé imiter quelque chose d'exotique. L'énergie négative qui, dans les équations de la relativité générale, pourrait maintenir un trou de verre ouvert juste assez longtemps pour que quelque chose glisse à travers. Puis ils ont attendu, et puis ils l'ont vu. Un pic net s'est élevé dans les données. Le qubit d'information avait disparu d'un côté du système et réapparu de l'autre côté. Dans le langage de l'information quantique, c'est de la téléportation, et en soi, ce n'était rien de nouveau. Des qubits avaient déjà été déplacés à travers des systèmes comme ça auparavant. Cette partie était ordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'était l'interprétation que l'équipe en a donnée. Laisse-moi t'emmener dans la pièce pour le moment où c'est arrivé, parce que ça vaut la peine de le ressentir comme ils ont dû le ressentir. La puce est froide et bourdonne à l'intérieur de son boîtier. 9 qubits portent l'expérience. L'équipe a préparé les deux côtés intriqués, tiré l'impulsion de couplage, et maintenant ils regardent un écran, attendant que les données reviennent. Pendant un battement de cœur, il n'y a rien à voir, juste le bruit ordinaire d'une machine délicate. Et puis le pic apparaît, net et clair. Exactement là où la théorie disait qu'il serait si un qubit avait traversé la gorge d'un trou de verre et était ressorti de l'autre côté. Dans cet instant, avant que quiconque ait eu le temps de discuter de ce que ça signifie, ça a simplement l'air que quelque chose d'impossible vient de se produire devant eux. Un morceau d'information a traversé le système d'une manière que les mathématiques décrivent comme un voyage à travers l'espace courbé,
dans un trou noir et hors d'un autre. Les personnes dans cette pièce regardent un écran et voient, ou croient voir, un fragment de la gravité elle-même se comporter à l'intérieur d'une machine qu'ils ont construite. C'est le genre de moment qu'un physicien attend toute une carrière. L'équipe était prudente dans les mots qu'elle a choisis, et les mots étaient remarquables. Ils ne prétendaient pas avoir construit un vrai trou de verre dans l'espace. Ils savaient qu'ils n'avaient pas percé un trou dans le cosmos. Ce qu'ils affirmaient, c'est que le système quantique qu'ils avaient construit était, dans un sens mathématique précis, la même chose qu'un trou de verre traversable vu depuis l'autre côté d'une correspondance profonde entre deux types de physique. Dans leur image, le qubit n'avait pas simplement été transféré d'un endroit à un autre. Il était tombé dans un trou noir d'un côté d'un univers holographique, avait glissé à travers la gorge d'un trou de verre et était ressorti d'un deuxième trou noir de l'autre côté. Ils affirmaient avoir vu non pas seulement de la téléportation, mais la dynamique réelle d'un trou de verre reproduite à l'intérieur de 9 qubits sur une puce. Le 1er décembre 2022, le résultat a atterri en couverture de la revue Nature, qui est à peu près l'endroit le plus proéminent où un résultat scientifique puisse apparaître. La couverture médiatique a été immédiate et massive. Le New York Times en a parlé. Le Guardian l'a couvert, New Scientist, Quanta Magazine, et un média après l'autre a relayé l'histoire. Un communiqué de presse de Caltech l'a qualifié de première expérience de gravité quantique sur puce du genre. Pendant quelques semaines grisantes, il semblait que les physiciens avaient enfin fait l'impossible, qu'ils avaient pris la gravité, la seule force qui a obstinément résisté à chaque tentative de l'unifier avec la mécanique quantique, et en avaient convaincu un morceau de se comporter à l'intérieur d'un dispositif de laboratoire. Ça ressemblait au début d'un type entièrement nouveau de science. Une science où les énigmes les plus grandioses du cosmos pourraient être testées sur un plan de travail. Et puis, lentement d'abord, et puis tout d'un coup, les fissures ont commencé à apparaître. Parce que d'autres physiciens avaient commencé à lire l'article très attentivement. Et ils avaient commencé à poser une question que les gros titres avaient surtout enjambée en courant. Les 9 qubits avaient certainement fait quelque chose. Mais quoi exactement avaient-ils fait? Et est-ce que ça avait quoi que ce soit à voir avec la gravité? Armée de tout cela, l'équipe avait affirmé qu'elle avait vu non pas simplement de la téléportation, mais 5 choses spécifiques, 5 empreintes digitales, toutes signatures de la façon dont un vrai trou de verre se comporterait. L'information s'était brouillée et thermalisée de la façon attendue quand quelque chose tombe dans un trou noir. Le signal était arrivé avec un petit délai, le genre que la relativité générale prédit pour quelque chose traversant une région courbée de l'espace. Les signaux étaient sortis dans le bon ordre causal. Il y avait un motif dans les données qu'ils appelaient « perfect size winding », qu'ils présentaient comme la preuve la plus claire, la plus nette, l'arme fumante. Et le couplage entre les deux côtés correspondait à ce qu'une onde de choc d'énergie négative ferait. 5 empreintes digitales, toutes pointant dans la même direction. Toutes pointant vers la gravité. Si elles avaient raison, ça aurait été la première fois dans l'histoire qu'une expérience contrôlée en laboratoire avait reproduit un morceau de physique gravitationnelle. Pas en construisant un trou noir, ce qu'elle n'avait certainement pas fait, mais en construisant un système quantique censé être mathématiquement identique à un trou noir vu à travers l'autre lentille. C'était l'affirmation. Et la question qu'un groupe de physiciens à Berkeley a commencé à poser presque dès qu'ils ont lu l'article était trompeusement simple. Les lunettes étaient-elles vraiment portées? Ou l'équipe s'était-elle seulement convaincue qu'elle l'était? Le 15 février 2023, 3 physiciens de l'Université de Californie à Berkeley ont publié un article sur l'archive scientifique que personne à Caltech, Harvard ou Google n'allait apprécier de lire. Leurs noms étaient Bryce Cobrin, Thomas Schuster et Norman Yao. Ce n'étaient pas des marginaux prenant une attaque contre un résultat célèbre pour l'attention. Yao dirige un groupe à Berkeley qui travaille exactement sur ce type de physique, l'endroit où l'information quantique et la gravité commencent à se brouiller l'une dans l'autre. C'étaient des gens qui connaissaient le territoire aussi bien que quiconque vivant. Ce détail compte plus qu'il ne pourrait sembler, parce qu'il façonne la façon dont tu devrais entendre tout ce qui suit. Ce n'était pas un groupe rival avec une rancune.
Ce n'était pas une bande de sceptiques cherchant à percer un résultat célèbre pour le sport. C'était un laboratoire dont le travail quotidien vit dans la même étroite zone frontalière où l'information quantique et la gravité se rencontrent. Des gens qui parlent couramment exactement les mathématiques que l'équipe originale avait utilisées. Quand un groupe comme celui-là lit une affirmation stupéfiante, il ne tend pas d'abord vers le doute. Il tend vers la compréhension. Il veut savoir comment la chose fonctionne, tracer la machinerie et sentir les engrenages tourner. Et c'est dans l'acte d'essayer de comprendre les résultats avec sympathie, de l'intérieur, que le problème a fait surface. Les critiques les plus dévastatrices en science ne viennent souvent pas des ennemis, mais des collègues qui ont essayé le plus fort de donner un sens à ton travail et qui n'ont pas pu. C'est le système immunitaire qui fait son travail. Pour voir ce qu'ils ont trouvé, tu dois savoir une chose de plus sur la façon dont l'équipe avait construit son modèle. Le modèle XRK complet, le vrai, avec toute sa complexité gravitationnelle, est énorme. Pour que la gravité émerge véritablement, il faut un grand nombre de particules qui se parlent toutes entre elles. Et les mathématiques s'étendent sur des centaines de termes d'interaction. Aucun ordinateur quantique existant ne peut faire tourner quelque chose d'aussi grand. Pas sycamore, pas quoi que ce soit. Alors l'équipe a dû réduire le modèle sans casser les parties qui comptaient. Et la façon dont ils ont fait ça était remarquable en soi. Ils ont utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour élaguer le modèle. Ils ont commencé avec un ensemble complet d'interactions et ont laissé l'algorithme les éliminer une par une, en ne gardant que celles qui semblaient préserver la signature clé du trou de verre, jusqu'à ce qu'ils aient une version simplifiée qu'ils ont appelée un modèle sparsifié. À la fin du processus, ils avaient quelque chose de minuscule. 7 particules, environ 5 termes d'interaction, élagués à partir de centaines. Cette étape d'élagage mérite un moment de suspicion rétrospectivement, même si à l'époque elle ressemblait à une solution astucieuse à un problème impossible. L'équipe avait pris le modèle complet avec ses centaines de termes d'interaction et les avait cartographiés sur les connexions d'un réseau neuronal, le même genre de structure qui alimente l'intelligence artificielle moderne. Puis, ils ont entraîné le réseau à supprimer autant de ces connexions que possible, tout en préservant la seule signature du trou de verre qui les intéressait le plus. Réfléchis à ce que ça signifie en tant que méthode. Tu ne gardes pas le modèle honnête en préservant sa physique sous-jacente. Tu gardes le modèle honnête en préservant un résultat particulier, le résultat même que tu espères mesurer. Tu enseignes au système, en effet, à s'accrocher à la réponse que tu veux voir. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans. C'est une technique standard et puissante. Mais elle porte un danger caché. Tu peux te retrouver avec un modèle qui produit le signal qui a l'air correct pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la physique que tu crois étudier. Tu peux sculpter une clé qui entre dans la serrure sans que la clé soit faite du bon métal. Quand Kobrin, Schuster et Yao ont examiné le squelette du modèle de près, ils ont trouvé qu'il avait une propriété mathématique spécifique. Et la propriété était accablante. Le système simplifié était, dans leurs mots, entièrement commutatif. Tu n'as pas besoin de la définition technique pour sentir la force de ce que ça signifie. Tu as besoin d'une image. Pense à un vrai système gravitationnel, un trou noir, comme à une pièce pleine de gens en panique. Tout le monde crie par-dessus tout le monde, se bouscule, et en quelques secondes, c'est le chaos total. Tu ne pourrais jamais reconstituer qui a dit quoi, parce que chaque morceau d'information a été étalé à travers la pièce entière. Cet étalage est exactement ce que les physiciens veulent dire quand ils disent qu'un système brouille et thermalise. Et c'est comme ça que la gravité est censée se comporter au niveau quantique. C'est la pièce en panique qui brasse tout. Un système entièrement commutatif n'est pas du tout comme ça. Un système entièrement commutatif est plus comme une pièce pleine de gens qui ont tous convenu à l'avance de s'ignorer complètement les uns les autres. Ils peuvent se tenir dans la même pièce. Ils peuvent chacun faire quelque chose en même temps. Mais aucun d'eux n'interfère avec aucun des autres. Ils exécutent simplement leurs propres mouvements assignés en parallèle, poliment, sans jamais se heurter. Il n'y a pas de panique, pas de brassage, pas d'étalage d'informations à travers la foule. Et c'est, a réalisé le groupe de Berkeley,
le genre de système que l'expérience avait réellement construit. Pas une pièce en panique qui brouille comme un trou noir, mais une pièce tranquille de gens qui s'ignorent les uns les autres. Une telle pièce peut avoir l'air occupée. Elle peut même produire des motifs qui, vus de l'extérieur d'un coup d'œil, ressemblent au brassage de la pièce en panique. Mais le brassage n'est pas là. Et un système qui ne peut pas brasser ne peut pas brouiller. Et un système qui ne peut pas brouiller n'est pas, à travers les lunettes holographiques, en train de se comporter comme un trou noir du tout. La question n'était plus de savoir si les qubits avaient fait quelque chose. C'était de savoir si le quelque chose qu'ils avaient fait méritait un seul des mots gravitationnels qui avaient été enroulés autour de lui. Le démantèlement est venu en 3 coups, et ils ont atterri l'un après l'autre, chacun frappant un morceau différent du dossier original. Le premier coup a frappé la toute première empreinte digitale, l'affirmation sur le brouillage et la thermalisation. L'équipe originale l'avait listée comme l'une des 5 signatures du comportement gravitationnel. Mais un système entièrement commutatif ne thermalise pas. Il ne peut pas. Les pièces n'interfèrent pas les unes avec les autres de la façon chaotique qu'il faudrait pour que cet étalage se produise. Les gens dans la pièce sont trop polis, trop parallèles, trop indépendants. Alors cette empreinte digitale, argumentait le groupe de Berkeley, n'était pas réellement présente dans l'expérience du tout. Elle avait seulement l'air de l'être. Le deuxième coup visait l'arme fumante, celle que l'équipe originale avait brandie comme la preuve la plus claire de toutes, le motif qu'ils appelaient « Perfect Size Winding ». C'était censé être la signature qui verrouillait l'interprétation gravitationnelle, le morceau de données qui ne pouvait être expliqué d'aucune autre façon. Cobrin et ses collègues ont montré quelque chose de dégonflant à son sujet. Le Perfect Size Winding, ils l'ont démontré, est quelque chose que les petits systèmes entièrement commutatifs font tout le temps. C'est une caractéristique générique d'être petit et d'être commutatif. Un point, c'est tout. Ça n'a rien de particulier à voir avec la gravité. Pire, ça tend à disparaître quand tu agrandis le système, ce qui est précisément le mauvais comportement pour une signature authentique de physique fondamentale, qui devrait devenir plus claire, pas disparaître, à mesure qu'on monte en échelle. C'est une sorte d'erreur subtile et humiliante, et elle a un nom, ou du moins une cousine avec un nom. Les physiciens l'appellent parfois le problème du lampadaire, d'après la vieille histoire de l'homme qui cherche ses clés perdues sous un réverbère. Non pas parce qu'il les a laissées tomber là, mais parce que la lumière y est meilleure. Tu trouves un motif à l'endroit où tu te trouves par hasard, et tu prends le motif pour une découverte, alors qu'en vérité la seule raison pour laquelle tu peux le voir est que l'endroit que tu as choisi d'observer était éclairé d'une façon particulière. La simplification qui avait rendu la signature du trou de verre visible était aussi la chose qui l'avait générée. Les clés n'avaient jamais été sous le lampadaire. C'est juste que la lumière y était la plus forte. Le troisième coup est tombé sur le signal de téléportation lui-même. Quand le groupe de Berkeley a regardé de près comment le signal se comportait réellement en détail, coup par coup, il ne correspondait pas à ce que tu attendrais d'un qubit traversant un véritable trou de verre traversable. La forme était fausse. La dynamique était incorrecte. L'accord que l'article original avait impliqué entre les données et la prédiction gravitationnelle est plus lâche, beaucoup plus lâche, que les gros titres ne l'avaient suggéré. 3 des 5 empreintes digitales étaient donc parties, ou au moins gravement compromises. Remarque à quel point c'est un genre étrange de perte. Le dossier original avait été construit comme une structure reposant sur 5 piliers, et l'argument était que même si un ou deux semblait vacillant, le poids des 5 ensemble rendait la lecture gravitationnelle difficile à rejeter. Retirant 3 sur 5, et la structure ne perd pas simplement un peu de force. Elle perd la logique qui la tenait debout, parce que les piliers restants n'avaient jamais été conçus pour tenir seuls. Ce qui avait ressemblé à une convergence d'indices indépendants, tous pointant vers la gravité depuis des directions différentes, ressemblait maintenant davantage à un seul artefact de petitesse portant plusieurs déguisements différents. C'est la dévastation tranquille de l'analyse de Berkeley. Elle n'a pas simplement soustrait des preuves. Elle a suggéré que plusieurs morceaux de ce qui avait semblé être des preuves séparées étaient en réalité la même simplification, vue sous des angles différents, prise pour un cœur,
alors que ce n'était qu'une seule voie dans un hall de miroirs. Thermalisation absente. Perfect Size Winding, un artefact. Le signal de téléportation, une correspondance médiocre. Alors, les lunettes s'étaient-elles vraiment portées? Ça avait été la question depuis le début, et maintenant elle avait une réponse que personne ne souhaitait particulièrement. Pour ce minuscule modèle appris par machine, entièrement commutatif, les lunettes n'avaient en réalité jamais été portées du tout. L'équipe avait regardé sa pièce tranquille de particules polies et parallèles, et y avait vu, réfléchi vers elle, l'espace courbé, les trous noirs et les gorges de trous, de verre qu'elle avait passé des années à espérer trouver. Mais la gravité qu'elle voyait n'était pas dans le système. Elle était, au moins en grande partie, dans le regard. Les mathématiques qui auraient dû rendre le système quantique véritablement identique à un système gravitationnel ne fonctionnent que quand le système est assez grand et assez chaotique pour porter la dualité. Et ce système n'était ni l'un ni l'autre. Les lunettes avaient été posées sur la table depuis le début. L'équipe originale ne s'est pas couchée, et il serait injuste de suggérer qu'elle l'a fait. Elle a publié une réponse argumentant que le modèle commutatif capturait encore quelque chose de significatif, même si ce n'était pas le joyau gravitationnel complet qu'elle avait d'abord décrit. Ping Gao, l'un des collaborateurs de longue date de Jaffery, est allé plus loin et a proposé que ce que l'expérience avait simulé était une sorte de comportement pseudo-holographique. Pas tout à fait de la gravité, mais pas rien non plus. Quelque chose entre les deux. Avec son propre mécanisme de téléportation, opérant dans un régime différent de celui d'un vrai trou de verre traversable, mais encore lié, aussi vaguement soit-il, aux idées holographiques qui l'avaient inspiré. Que ce soit un aperçu profond ou une pirouette pour sauver la face est, de manière appropriée, encore débattue. Le différent, en d'autres mots, ne s'est pas effondré en un verdict simple de juste et faux. Il s'est installé dans un milieu inconfortable, dans une faille qui traverse le programme holographique tout entier. Et cette faille mérite d'être nommée clairement, parce que c'est le véritable enjeu intellectuel de toute l'affaire. Il y a une différence entre un système qui est dual à la gravité, exactement interchangeable mathématiquement, les lunettes pleinement portées, et un système qui imite simplement certains des résultats de la gravité sous des conditions particulières. Le premier est un instrument de précision, une véritable fenêtre sur le fonctionnement de la gravité. Le second est une analogie suggestive, une chose qui produit des nombres qui ont la forme de la gravité sans être de la gravité au sens réel. La vérité dure que l'expérience du trou de verre a forcé à se révéler est qu'il peut être véritablement difficile, parfois pendant des années, de dire lequel des deux tu tiens dans tes mains. Puis, au milieu de 2025, la revue Nature a fait quelque chose qu'elle ne fait pas souvent. Elle a publié la critique de Berkeley formellement, en tant qu'article évalué par des pairs, dans une catégorie appelée Matters Arising, imprimée à côté d'une réponse de l'équipe originale. L'article original n'a pas été rétracté. Il est toujours là dans la littérature, toujours au dossier en tant que résultat publié. Mais maintenant, il y a attaché à lui, formellement et de façon permanente, une déclaration d'un autre groupe de physiciens disant que 2 des 5 empreintes gravitationnelles ne sont pas réellement présentes, et que la troisième n'a l'air présente qu'à cause de la façon dont le modèle a été réduit. La réponse de l'équipe, en substance, a reconnu que beaucoup des processus que leur expérience a fait tourner sur le modèle appris n'ont pas de description gravitationnelle, tout en maintenant que certains d'entre eux en ont encore une. La revue avait boulonné un avertissement sur l'une de ses propres couvertures les plus célèbres. Il est difficile de surestimer à quel point cette étape est inhabituelle et à quel point elle devrait remodeler la façon dont nous lisons un gros titre. Matters Arising est une catégorie dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, réservée aux rares occasions où un défi sérieux et substantié à un article publié est jugé assez important pour être imprimé formellement à côté de la réponse de l'auteur original. Ce n'est pas une rétractation, un acte plus dur et plus rare réservé aux résultats qui sont simplement faux. Ou pire, c'est quelque chose de plus nuancé. Un accusé de réception officielle estampillé dans le dossier permanent que la signification d'un résultat célèbre est véritablement en dispute parmi les experts. Pense à la chronologie, parce que la chronologie est la vraie leçon.
Le résultat est apparu en couverture de Nature en décembre 2022. La réfutation attentive est apparue sur l'archive en février 2023, seulement quelques mois plus tard. Et pourtant la correction formelle, le moment où le dossier scientifique lui-même a été mis à jour pour refléter le doute, n'est arrivé qu'en 2025. Plus de 2 ans après que les gros titres avaient fait le tour du monde. Pendant 2 ans, la version dramatique de l'histoire est restée dans l'esprit public, essentiellement non corrigée, pendant que la version attentive se frayait lentement un chemin à travers la machinerie de l'évaluation par les pairs. La vérification a eu lieu. Le système a fini par fonctionner. Mais il a fonctionné à la vitesse d'une revue. Et les gros titres avaient voyagé à la vitesse d'Internet. Et l'écart entre ces deux vitesses est l'endroit où le problème vit. Et si tu penses que cette fissure est confinée à une seule expérience sur les trous de verre, je dois te dire que non. Parce que la même fissure était en train de s'ouvrir sous une machine complètement différente, faisant une chose complètement différente dans un laboratoire de l'autre côté du monde. Pendant que l'histoire du trou de verre traversait son long effilochage public, quelque chose d'autre se produisait tranquillement dans des laboratoires qui n'avaient rien à voir avec les trous de verre ou l'holographie. La même fêlure, la même question inquiète de savoir si nous pouvons faire confiance à ce que ces machines nous disent s'ouvrait sous d'autres expériences, sur d'autres types de matériel quantique, visant des problèmes complètement différents. Considère ce qui s'est passé fin 2025 à l'université de Swinburne en Australie. Un groupe dirigé par des chercheurs du Centre de sciences quantiques de l'université a développé une nouvelle technique pour valider les résultats d'un type particulier de machine quantique. La machine en question était un ordinateur quantique photonique, un qui fait ses calculs avec de la lumière, construit pour effectuer un calcul spécialisé appelé l'échantillonnage de bosons gaussiens. Tu n'as pas besoin des détails de ce que ce calcul est. Ce qui compte, c'est ce que la nouvelle technique de validation a révélé quand ils l'ont appliqué à une expérience précédente et célébrée dans ce domaine, un résultat qui avait été salué comme une étape, une démonstration de l'avantage quantique, une machine faisant quelque chose qu'un ordinateur classique ne pouvait supposément pas faire. Quand l'équipe de Swinburne a tourné leur nouvelle méthode vers ce résultat célébré, ils ont trouvé des erreurs. Des erreurs inattendues. Des erreurs que personne n'avait repérées avant, assises à l'intérieur d'un résultat que tout le domaine avait déjà accepté et dont il était passé à autre chose. La machine avait peut-être encore surpassé la simulation classique, mais elle ne l'avait pas fait aussi proprement, ni de la façon que le gros titre avait suggéré. Les erreurs étaient là depuis le début. Elles étaient simplement invisibles jusqu'à ce que quelqu'un construise une nouvelle lentille capable de les voir. Pose les 3 histoires côte à côte et la forme commune devient impossible à ignorer. Un trou de verre qui s'est avéré être principalement un artefact d'un modèle réduit. Un échantillonneur de bosons dont le résultat célébré cachait des erreurs que personne n'avait attrapées. Et une simulation de faux vide qui, aussi solide qu'elle paraisse, vit dans exactement le même régime où la vérification indépendante est la plus difficile. Le fil qui les connecte n'est pas la fraude. Ce n'est pas l'incompétence. C'est structurel. Nous avons construit une classe de machines dont la valeur entière repose sur le fait d'aller là où le calcul classique ne peut pas suivre. Et ce faisant, nous avons marché au-delà du bord de la seule méthode de vérification à laquelle la science ait jamais pleinement fait confiance. Alors, où est-ce que tout cela nous laisse? Debout comme nous le sommes entre 2 machines froides et 2 questions énormes. Laisse-moi essayer de rassembler les fils doucement, de la façon dont tu les rassemblerais à la fin d'une longue nuit. Imagine les 2 réfrigérateurs une dernière fois, bourdonnant de chaque côté de la planète. Dans un laboratoire à Santa Barbara, un réfrigérateur à dilution contient 9 qubits, ceux qui ont téléporté un morceau d'information à travers un système et dont on a dit pendant quelques semaines radieuses qu'ils avaient ouvert un trou de verre. Dans un sous-sol en Allemagne, un autre réfrigérateur contient 564 qubits, ceux qui ont regardé des bulles de vrai vide se former, grandir et entrer en collision, modélisant la fin d'un univers dans un anneau de fils gelé. Les 2 machines sont refroidies à un cheveu du zéro absolu. Les 2 font quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais été capable de faire avant. Et dans les 2 endroits,
Des physiciens utilisent des systèmes quantiques pour poser à l'univers des questions qui n'ont jamais été posées à l'intérieur d'un laboratoire. Des questions sur la forme de l'espace et le destin de tout ce qui existe. Tiens-toi là dans ton esprit un moment entre les deux et sens à quel point c'est calme. Il n'y a pas de drame dans les pièces elles-mêmes. Juste le son doux du refroidissement, un flux de nombres et une poignée de personnes essayant de décider ce que ces nombres signifient. Le bilan honnête est mitigé, et il devrait l'être. L'expérience du faux vide semble solide. Personne ne l'a contesté de la manière dont le trou de verre a été contesté, parce que la physique est plus conventionnelle. Le modèle est bien compris et les qubits ont fait ce que les équations disaient qu'ils feraient. Les bulles se sont formées. La dynamique correspondait à la théorie. Le chemin vers une version tridimensionnelle est réel et des gens sont en train de le parcourir. C'est un progrès authentique, un élargissement réel de ce que nous pouvons étudier. L'expérience du trou de verre est une histoire différente, une histoire de mise en garde. Le qubit a vraiment été téléporté. Cette partie a toujours été réelle et les données ont toujours été les données. Mais le fait que ce qui s'est passé sur ces 9 qubits ait eu quoi que ce soit à voir avec la gravité de la façon dont la couverture de nature le suggérait est maintenant une question ouverte avec un doute sérieux attaché. Le résumé le plus honnête que quiconque dans le domaine offre est que l'expérience a montré quelque chose d'intéressant et que ce quelque chose était un morceau de gravité ou juste un modèle jouet astucieux et légèrement trompeur, ce n'est pas encore tranché. Et en dessous des deux, les tenant ensemble, se trouve la question que nous avons plantée au tout début, celle que je t'ai demandé de porter. Comment sais-tu quand une simulation quantique te montre la vérité ? Nous avons construit des machines dont la raison d'être entière est de calculer ce que nous ne pouvons pas. Et en les construisant, nous sommes arrivés à des questions dont les réponses nous pourrions ne pas être capables de confirmer indépendamment. Chaque pic net dans les données arrive maintenant traînant la même ombre d'une question. Est-ce un signal ou est-ce un artefact? Est-ce l'univers qui parle ou est-ce la machine qui nous renvoie un reflet des hypothèses que nous avons injectées en elle? Le trou de verre a appris au domaine que les deux peuvent sembler identiques pendant des années. Le résultat de Swinburne a laissé entendre que la confusion n'est pas rare. Et l'expérience du faux vide, aussi solide qu'elle semble, vit dans le même monde nouveau que les autres, un monde où l'instrument qui nous emmène au-delà du bord de la carte est le seul instrument capable de lire ce qui est écrit là. C'est le deuxième sens de la phrase avec laquelle nous avons commencé, et c'est celui que je veux te laisser porter. Nous avons commencé par avoir peur de l'effondrement de la réalité. Le genre physique, une bulle de vrai vide dévorant l'ancien univers à la vitesse de la lumière, le sol se révélant être un rebord. Cette peur est réelle et elle est grandiose, et elle est aussi peut-être inimaginablement lointaine. Mais il y a un effondrement plus silencieux tissé à travers toute cette histoire. Et il se produit maintenant. Pas dans un avenir lointain. C'est l'effondrement lent de notre certitude sur ce qui est réel, sur le moment où un résultat est une découverte, et le moment où c'est une belle erreur habillée de l'autorité d'une revue célèbre. L'avenir le plus inquiétant n'est pas, je crois, celui où une bulle se forme quelque part dans l'obscurité et défait tout. L'avenir le plus inquiétant est celui où nous pointons enfin nos machines vers les plus grandes questions qui existent, où nous simulons la fin de l'univers ou la structure de l'espace, et où nous recevons une réponse claire et nette, et où nous découvrons que nous avons perdu la capacité d'être sûrs que la réponse est vraie. C'est un effondrement de la réalité aussi, d'une certaine façon. Pas l'univers qui se défait, mais notre prise sur lui. Il y a cependant quelque chose qui ressemble à un chemin en avant, et les gens dans ce domaine sont en train de le dessiner sérieusement. Ce chemin passe par des raccourcis appris par machine qui viennent avec des garanties démontrables de leur fidélité, pour que personne ne soit plus jamais trompé par une simplification qui fabrique tranquillement sa propre réponse. Il passe par des machines plus grandes opérées dans des régimes où plusieurs vérifications indépendantes peuvent être appliquées en même temps, une limite classique connue ici, une deuxième description théorique là, les contraintes dures de la symétrie quelque part d'autre, pour qu'aucun signal, fragile et solitaire, n'ait apporté une affirmation entière sur son dos.
Et il passe par un changement de culture, un virage vers la publication, non seulement du chiffre dramatique du gros titre, mais de l'historique diagnostic complet d'un résultat, chaque test qu'il a passé et chaque façon dont il pourrait encore se tromper, pour que le prochain groupe ne se retrouve pas à passer 2 ans à désosser ce qui a vraiment été fait. C'est un travail lent et sans glamour. C'est aussi exactement la façon dont une science jeune et puissante gagne le droit d'être crue. Il y a un motif presque familier ici, si tu connais l'histoire d'autres domaines. Ça s'est produit avant, dans d'autres coins de la science, où de puissants nouveaux outils computationnels sont arrivés avant les méthodes pour les valider. La modélisation climatique l'a traversée dans les décennies où les simulations de l'atmosphère ont grandi plus vite que la capacité de quiconque à confirmer que les simulations correspondaient au vrai climat. Le repliement des protéines l'a traversée quand les algorithmes ont commencé à prédire les formes des molécules plus vite que les expériences ne pouvaient vérifier ces formes. Les prévisions économiques ont traversé leur propre version, des modèles produisant des prédictions confiantes qui prenaient des années à tester contre la réalité désordonnée des économies réelles. Dans chacun de ces domaines, il y a eu une période où l'outil pouvait clairement faire quelque chose, mais il a fallu des années de travail dur et ingrat pour établir si l'outil disait à quiconque quelque chose de vrai sur le monde. Le motif est si cohérent à travers ces histoires qu'il se qualifie presque comme une loi. Un nouveau moyen puissant de calculer arrive. Il produit immédiatement des résultats que personne ne peut vérifier par les anciens moyens. Pendant un temps, le domaine avance sur un mélange de progrès authentique et de foi tranquille, incapable de séparer pleinement les deux. Et puis, graduellement, les méthodes de validation rattrapent et la communauté apprend, parfois douloureusement, lesquels de ces résultats précoces célébrés étaient réels et lesquels étaient des artefacts de l'outil lui-même. L'inconfort de cette phase de rattrapage n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné. C'est le signe d'un domaine qui fait le travail nécessaire de devenir honnête envers ses propres instruments. La simulation quantique vit simplement dans le vif de cette phase en ce moment. Et l'histoire du trou de verre sera peut-être retenue non pas comme un échec, mais comme le moment où le domaine a admis à voix haute qu'il y était entré. Je ne veux cependant pas te laisser seulement avec l'inquiétude, parce que l'inquiétude n'est pas le tout de l'histoire, et ce ne serait pas honnête de prétendre que c'est le cas. Je veux m'attarder un moment sur l'aspect extraordinaire de notre point de vue, parce que c'est facile de passer devant en courant vers le malaise. Toi et moi sommes vivants à la charnière précise de tout cela. La première période de l'histoire au cours de laquelle les plus grandes questions qui existent, l'architecture de l'espace et le destin de l'univers, ont commencé à devenir des expériences plutôt que seulement des pensées. Pour chaque génération avant la nôtre, c'était des questions que tu contemplais et puis tu t'asseyais, parce qu'il n'y avait rien à en faire sauf s'émerveiller. Nous sommes les premiers à pouvoir pointer une machine vers elle et regarder une aiguille bouger. C'est une chose extraordinaire d'être là pour ça. Et ce serait dommage de laisser les inquiétudes légitimes sur la vérification tout transformer en simple cynisme. La bonne réponse à l'histoire du trou de verre n'est pas d'arrêter de faire confiance à la science. C'est de lui faire confiance pour les bonnes raisons. Faire confiance à la correction lente plutôt qu'aux gros titres rapides. Admirer un domaine qui a publiquement boulonné un avertissement sur sa propre couverture la plus célèbre plutôt que d'espérer tranquillement que personne ne remarquerait. Il y a une sorte de maturité qui s'apprend ici en temps réel. C'est la différence entre un enfant qui croit chaque histoire merveilleuse et un adulte qui peut tenir une histoire merveilleuse à côté de la question patiente de savoir si elle est vraie et l'aimer pas moins pour avoir posé la question. Rien de tout ça ne signifie que le domaine est cassé. L'holographie est toujours l'une des idées les plus puissantes que la physique ait jamais produite, et la plupart des théoriciens croient encore que sous une forme ou une autre, le principe holographique est probablement juste. Le modèle Ezrekka est toujours une chose belle et utile. Le travail sur le faux vide est solide, et les personnes qui le font sont attentives et lucides. Ce qui a changé, ce n'est pas la science. Ce qui a changé, c'est ce que les physiciens sont prêts à dire à voix haute, et avec quel soin ils sont maintenant prêts à le dire. Les plus grandes questions sont toujours ouvertes. Nous ne savons pas si l'espace dans lequel nous vivons est fondamentalement holographique.
Nous ne savons pas si notre vide est un vrai plancher ou un rebord temporaire. Nous ne savons pas si la prochaine génération de ces machines nous donnera de vraies réponses à ces questions ou seulement davantage d'artefacts déguisés en découvertes. Ce que nous savons, c'est ceci. Quelque part à Santa Barbara ce soir, un réfrigérateur bourdonne avec 9 qubits à l'intérieur. Quelque part en Allemagne, un autre bourdonne avec 5564. Dans les deux endroits, des êtres humains font quelque chose que personne n'a jamais essayé avant, utiliser des machines quantiques pour poser à l'univers des questions qu'aucun laboratoire n'a jamais été capable de poser. Parfois, les réponses qui reviennent sont du signal, la voix authentique de la nature, faible et stupéfiante. Et parfois, les réponses sont de l'artefact, la machine nous renvoyant un reflet de nos propres hypothèses, déguisées de façon assez convaincante pour tromper les meilleurs esprits du monde pendant des années. En ce moment, dans le centre étrange et froid de cette nouvelle science, nous ne sommes pas toujours sûrs de savoir lequel est lequel. Et peut-être que la chose la plus importante que nous apprenons, lentement et avec un certain inconfort, ce n'est aucun fait isolé sur les trous de verre ou les vides ou les bulles. C'est peut-être une sorte d'humilité. Nous apprenons à écouter l'univers à travers des instruments que nous ne comprenons pas encore pleinement. Conscient enfin qu'une partie de ce que nous entendons sera réelle et qu'une partie sera un tour de l'écoute, et que distinguer les deux sera peut-être le travail le plus long et le plus important qui nous reste. Les machines bourdonnent. Les questions sont les plus vastes que nous ayons jamais posées, et les réponses, quand elles viendront, vaudront chaque once de la patience qu'il faudra pour en être sûr.